Bienvenue à toutes et tous dans ce deuxième module de formation sur le greenwashing et les fausses solutions dans le secteur aérien. Donc ce soir, qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, tout d'abord, on va s'intéresser à la définition du greenwashing. Qu'est-ce que le greenwashing? Puis on verra les différentes stratégies qui sont utilisées dans le greenwashing. Donc ça, c'est vraiment très généraliste. Ça s'applique à quasiment tous les secteurs à l'heure actuelle qui essayent de vendre des produits, donc pas seulement au secteur aérien. Et puis ensuite, on verra les fausses solutions qui sont mises en avant par le secteur aérien et qui donc font partie de ces stratégies de greenwashing. Et on rappellera par la suite eh bien, notre narratif «L'avion vert, c'est à terre», qui permet donc justement d'articuler tous nos arguments contre ces fausses solutions et pour la réduction du trafic aérien. On fera un petit exercice interactif pour essayer de débusquer 2-3 cas de greenwashing assez, vous verrez, c'est assez marrant parce que c'est gros comme une maison. Mais ensuite, du coup, se questionner sur comment est-ce qu'on arrive à faire comprendre au grand public en quoi c'est du greenwashing et comment on le contre. Et puis ensuite, donc comme je le disais, on accueillera des représentants de collectifs locaux qui se battent sur le territoire métropolitain contre des projets de fausses solutions, donc notamment à Lac dans les Pyrénées-Atlantiques et à Rouen, enfin, sur un site industriel à Petit-Couronne. Voilà. Alors, avant de commencer, je vais vous proposer de faire un petit jeu et de me répondre. Donc, vous pouvez ouvrir le chat, donc la discussion, pour pouvoir répondre directement par message. Ou bien, si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait d'écrire, vous pouvez aussi ouvrir votre micro et prendre la parole. Mais je vais vous demander du coup quels sont les points communs entre ces différents exemples que vous avez affichés à l'écran. Alors, il y a beaucoup de verre, Le effectivement, verre, Anthony, tout à fait. je dirais le verre. Le verre, ouais, tout le monde a le verre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme point commun? On associe la couleur verte aux produits vendus, ouais, tout à fait. Est-ce que ces différentes entreprises vous font penser à quelque chose? On a Coca-Cola, on a des, hum, Ah, les des fast-food. poubelles dans un fast-food, et puis on a une voiture. Ce sont des entreprises polluantes, tout à fait. On minimise l'impact environnemental d'activités polluantes, effectivement. On a aussi des petits pictogrammes, secteur structurellement polluant, tout à fait. Donc on a des petits pictogrammes, hein, des petits nuages, du recyclage, une branche d'arbre sur la canette de Coca-Cola, et aussi des éléments qui rappellent la nature, un singe, voilà, à nouveau la branche, etc. Donc on est sur une forme particulière de communication qui effectivement associe une image, enfin, associe un secteur structurellement polluant, comme tu le disais Leonardo, à une image assez positive et connotée plutôt naturelle, plutôt propre. Euh, et effectivement, Jean, on a l'impression qu'il y a une forme d'injonction à la consommation qui est véhiculée par ces images-là. Donc ça, ce sont des exemples voilà, très basiques de greenwashing. Ça se voit tout de suite parce que c'est vert et que ce sont des entreprises polluantes. Mais en même temps, c'est pas évident parfois de dire qu'il s'agit véritablement de greenwashing. Donc le greenwashing, c'est quoi? Eh ben, une définition qu'on peut en donner, c'est que ça désigne différentes sortes de communication et de pratiques trompeuses, et ça c'est très important, qui intentionnellement ou non induisent de fausses perceptions positives de la performance environnementale d'une organisation, d'une entreprise, etc. Donc, euh, ce qui est intéressant avec cette définition très générale, c'est qu'on voit effectivement que
que ce soit voulu ou non, il y a greenwashing. Enfin, l'intention derrière est de tromper ou qu'elle n'est pas de tromper, il y a greenwashing quand même. Et puis que ça peut concerner tout type d'organisation, à la fois des entreprises qui essayent effectivement de pousser à la consommation, mais aussi parfois même des institutions ou l'État. Voilà. Donc, ça, c'est assez important. Et puis, ce qu'on peut dire également, c'est que bah, quand ça concerne des organisations, le greenwashing est lié à souvent d'autres stratégies de communication, de marketing, qui permettent aux entreprises et aux secteurs de réaliser des bénéfices, tout en causant parfois énormément de tort sur le plan écologique ou social. Euh, donc, petite info par rapport au titre de ce module, on parle aussi souvent de fausses solutions et on mélange parfois les deux termes, fausses solutions et greenwashing. Nous, on propose donc de définir le greenwashing comme une stratégie et les fausses solutions plutôt comme des politiques, des inventions, des investissements, des mécanismes qui, en fait, ne s'attaquent pas à la cause première du problème et qui sont utilisés du coup pour, enfin, masqués du greenwashing, qui sont instrumentalisés. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que ces fausses solutions, parfois, elles peuvent en partie être des solutions, mais souvent, c'est de manière très, très minime et donc leur utilisation abusive va engendrer du greenwashing. Une autre définition qu'on pourrait donner, c'est que le greenwashing, c'est une mauvaise performance environnementale associée à une communication positive sur la performance environnementale d'un produit ou ou d'un service ou n'importe quoi. Est-ce que vous avez des questions à ce niveau-là? Ou est-ce que c'est clair pour vous? Tout va bien? Ok. Alors, on va maintenant voir les stratégies de greenwashing. Donc, ce qu'il faut constater, c'est qu'effectivement, plus la préoccupation pour l'environnement grandit dans la population et plus le greenwashing est répandu. Il fait véritablement partie de notre vie quotidienne et il est utilisé quasiment partout. Euh, Là, on a pas mal de chiffres qui sont assez intéressants. Donc, quand on a réalisé ce programme de aviation et justice climatique dont viennent les formations que je vous transmets aujourd'hui, eh bien, en 2021, donc, plus de 44% des déclarations écologiques de 37 compagnies aériennes induisaient les consommateurs et consommatrices en erreur. Et pour certaines compagnies, c'était même 100%. Pour ne pas les citer, il y avait Swiss Air et Canada Air, je crois. Donc, on a véritablement ici des choses qui sont Canadian Airlines, ouais, c'est ça, qui sont particulièrement problématiques puisque véritablement enfin, la totalité des revendications d'une compagnie aérienne peuvent être trompeuses. Par ailleurs, c'est vrai qu'il y a quand même une pression qui est exercée par la société civile, par les associations pour limiter cette place du greenwashing. Et il y a donc des enquêtes ou bien des procès qui sont faits et parfois des interdictions de certaines publicités. Et nous, ce qu'on aimerait vous montrer aujourd'hui, c'est qu'il y a bon, il peut y en avoir plus, mais il y a grosso modo 14 grandes catégories dans lesquelles classer le greenwashing, donc 14 façons différentes de pratiquer le greenwashing. Alors, la première, je vous ai mis ce petit exemple, c'est pas ça dans les slides originellement, mais ça m'amusait véritablement de vous présenter ce cas-là. Alors, Norbert me demande pourquoi ne parle-t-on pas d'éco-blanchiment? C'est un choix qu'on a fait au sein du réseau Rester sur Terre de traduire greenwashing par greenwashing euh, parce que on a l'impression, alors je n'ai pas moi-même fait ce choix, j'étais pas encore dans le réseau à l'époque où ça a été fait, mais je pense que on s'est dit que c'était plus parlant d'avoir le mot vert à l'intérieur, donc le green, à l'intérieur du mot pour parler de ça. Effectivement, on peut voir la traduction éco-blanchiment ici ou là. Elle est tout à fait valide hein, en français.
quand on veut, voilà, quand on veut éviter les anglicismes, mais au sein du réseau Rester sur Terre, qui est par ailleurs donc la branche française d'un réseau international, on a choisi de ne pas traduire ce terme. Voilà. Alors, je vous propose donc un premier exemple de greenwashing avec donc le miel de l'aéroport de Lille. Euh, Idem à Beauvais, me dit-on. Très bien. Donc voilà, ici c'était une communication qui a été faite en décembre dernier, donc en décembre 2025, il y a vraiment pas très longtemps. Et bien, ce qu'on constate, c'est que comme le veut la tradition, paraît-il, Annie et Jean-Philippe, nos fidèles apiculteurs de la métropole, ont une nouvelle fois pris soin de la douzaine de ruches. Il y a une douzaine de ruches sur l'aéroport de Lille et on nous présente ça comme quelque chose de formidable qui va révolutionner la biodiversité sur l'aéroport, etc., etc. Et on vend ce miel pour essayer de détourner l'attention, tout simplement. Euh, donc voilà, ça c'est un premier exemple. Un autre exemple, peut-être un peu plus concret, ou en tout cas qui semble moins absurde, c'est celui de l'aéroport d'Hambourg. Donc ici, on nous présente, c'est un tweet de l'aéroport d'Hambourg, donc qui est en allemand, donc je vais vous l'expliquer. On nous explique que les taxis électriques peuvent se placer en tête de file dans la file des taxis. Et que donc, comme ils ont un impact environnemental moindre par rapport aux taxis thermiques, eh bien, c'est une bonne chose pour l'aéroport. Voilà. Donc, que montrent ces exemples? Eh bien, globalement, ils ont un peu la même fonction, c'est d'essayer d'étiqueter un produit comme s'il était respectueux de l'environnement, mais sur la base de caractéristiques secondaires, voire complètement anecdotiques, hein, ici, sur les 12 ruches là, de l'aéroport, ou bien sur les taxis électriques à l'aéroport d'Hambourg. Pourquoi? Eh bien parce que ce qui fait le gros du bilan carbone de l'aéroport, c'est pas les taxis, mais c'est bien sûr les avions. Donc, on essaye de nous faire oublier qu'il y a des avions à l'aéroport en parlant des taxis. On essaye de nous faire oublier qu'il y a des avions à l'aéroport qui induisent une perte de biodiversité massive en nous parlant de quelques abeilles sur l'emprise de l'aéroport. Donc voilà. Ça rejoint aussi le cadavre ou le squelette dans le placard. Donc, c'est-à-dire que, effectivement, c'est vrai, il n'y a pas de mensonge ici par rapport aux 12 ruches qui sont sur l'aéroport. Par contre, ça détourne l'attention du véritable problème, c'est-à-dire de l'impact environnemental de l'aéroport de Lille ou d'Hambourg. Euh, alors, un commentaire qui est un peu long, donc j'arrive pas à le lire. Vous partez du principe que ce greenwashing se fait au détriment des consommateurs. Au final, oui, bien sûr, mais de ce que j'entends, les consommateurs adhèrent parfois car cela leur permet de se dédouaner pour voyager sans dissonance cognitive. Oui, c'est très vrai. Effectivement, on n'a pas forcément dit que ça avait un impact sur... enfin, que ça se faisait au détriment du consommateur. C'est surtout que, en fait, c'est pas vrai que la performance environnementale qui est alléguée par la compagnie est ce qu'ils sont en train de dire. Enfin, là-dessus, il y a un mensonge ou il y a une tromperie ou il y a une mise en avant effectivement de caractéristiques secondaires qui induisent une fausse perception de ce qui est donné comme service. Là, par exemple, si vous allez prendre l'avion à l'aéroport de Lille, eh ben, je sais pas, est-ce que vous vous sentirez mieux parce qu'il y a des petites abeilles? Peut-être, mais peut-être pas. Mais dans tous les cas, enfin, la question, elle est... Ah, je sais pas comment dire. Mais voilà, c'est qu'on on met en avant des caractéristiques qui ont peu d'intérêt, en fait. Et au global, honnêtement, sur les abeilles à l'aéroport de Lille, je pense pas que les gens soient dupes. Enfin, pas grand monde se dit waouh, ça, j'ai la conscience vraiment légère grâce à ces 12 ruches. C'est tellement absurde que on se demande même comment c'est possible de communiquer via ce type de procédé. Et pourtant, c'est ce qu'ils font.
Par ailleurs, vous avez une autre stratégie de greenwashing qui consiste à dire des choses qui, là, pour le coup, sont non prouvées ou qui sont peu crédibles. Par exemple, sur cet avion, il est écrit Flying on Biofuel, donc ce qui signifie que l'avion volerait grâce à des biocarburants. Et effectivement, on va le voir un peu plus tard dans la formation, il y a une petite partie du réservoir de cet avion qui est probablement remplie avec des biocarburants. Mais en fait, cette partie, elle est infime, de l'ordre de quelques pourcents, et le reste, c'est du kérosène tout à fait normal. Et donc, on nous dit que l'avion vole avec des biofuels, donc en omettant que la quasi-totalité du réservoir est remplie avec du kérosène. Et donc là, il n'y a pas de preuve. Enfin, à aucun moment, il est possible, quand on monte dans cet avion, de tracer exactement quelle est la proportion de biocarburant qui a été mise dans le réservoir. Et donc souvent, on donne l'impression ici aux gens de faire un choix de consommation qui est plutôt vertueux. Donc là, effectivement, je suis d'accord, il y a vraiment ce côté manipulation du consommateur, ou bien en tout cas donner l'impression aux gens qui font un bon choix et donc enfin, les faire poursuivre dans ce choix-là, alors qu'en fait, c'est nuisible ou dangereux, ou bien basé sur une exagération, c'est ici le cas, une exagération très manifeste et non étayée. C'est aussi le cas par ailleurs, si on se prend un exemple plutôt franco-français, lors de la concertation publique sur l'agrandissement de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Donc vous avez peut-être eu vent du fait que Roissy souhaitait à nouveau porter un projet d'extension de l'aéroport et avait lancé une concertation publique volontaire entre avril et juillet. Et dans la plupart des documents de concertation, et dans les réunions publiques d'information sur la décarbonation du secteur, on avait systématiquement des super feuilles de route qui faisaient que, bien sûr, l'aviation serait décarbonée en 2050 et il n'y aurait pas de souci. Et tout ça est absolument non sourcé. Vraiment, la source, c'est t'inquiète, frère, il n'y a pas de problème, tout va bien se passer. Et donc là, on est vraiment sur du greenwashing assez poussé, où il n'y a aucune source qui permette de valider finalement ce qui est allégué par l'acteur. Une autre stratégie de greenwashing, ça va être d'être imprécis ou d'utiliser des symboles trompeurs. Donc là, par exemple, on a une magnifique publicité de Lufthansa, Make Change Fly, et du coup, le principe, c'est d'utiliser l'image du globe terrestre donc parce qu'évidemment, le globe terrestre, ça suscite tout de suite la sympathie, pour à la fois rappeler que l'aérien connecte les gens entre eux, ce qui est vrai, euh, mais en rajoutant donc la phrase Protecting its future, sorry, pardon. Donc, protéger le futur euh, du monde. Alors que là, enfin, en quoi est-ce que le secteur aérien et en quoi est-ce que Lufthansa est en train de protéger le futur du monde? On ne sait pas bien, il y a vraiment une imprécision totale, un flou artistique, et on suscite pourtant des images très positives dans l'esprit des gens, juste en associant cette image et ces mots, alors même que rien ne permet de valider cette assertion. Et c'est pareil avec donc Qatar Airways, Fly Greener. Donc ici, c'est une pub qui est sur le bord d'un terrain de foot. Bah, il y a juste un panneau vert. Bon, on dit que, pardon, ah, je m'en étouffe tellement. Enfin, c'est mon module préféré, mais c'est toujours un peu dur à avaler. Euh, donc ici, on dit juste que on va voler plus vert. Plus vert que quoi? Plus vert, ça veut dire quoi en fait? Parce que ça veut pas dire grand-chose, vert. Mais voilà, c'est comme ça. On dit juste on vole plus vert avec Qatar Airways et ça induit une perception positive, alors même qu'ils ont vraiment rien prouvé, rien dit, rien fait, flou artistique total. Donc voilà.
Donc souvent ici, ce qu'on utilise, c'est des notions qui sont trop larges, mal définies pour être bien comprises. On ne précise pas en fait de quoi il s'agit, du produit, du service, etc. On est dans un flou, les mots n'ont pas de sens et on revendique parfois donc de la neutralité carbone sans stratégie efficace de décarbonation. Donc là aussi, quelque chose de non prouvé. Et on donne une image positive d'une entreprise sensible à l'environnement, etc. Alors Elisa ne comprend pas que les autorités autorisent ces pubs mensongères. Ben, la, ce qui est chouette, c'est que, alors pour celle de Qatar Airways, je crois pas qu'il y ait eu quoi que ce soit. Mais pour celle de Lufthansa, elle a été interdite suite au recours d'associations. Donc c'est une des pubs qu'on cite beaucoup en exemple parce que des recours ont pu être faits et qu'ils ont été efficaces à ce niveau-là et que cette pub a été interdite. Malheureusement, on en reparlera, souvent le problème quand les pubs sont interdites, c'est qu'elles le sont après la campagne, après que la campagne soit passée et donc le mal est déjà fait. Mais à minima, ça permet d'éviter que d'autres compagnies aériennes ou d'autres acteurs du secteur ne s'autorisent ce type de publicité et ça restreint quand même leur capacité à utiliser du greenwashing. Voilà. Euh, D'autres pratiques, donc je vous ai dit qu'il y avait 14 grandes catégories, on va pas toutes les voir dans le détail parce qu'on n'avait pas forcément assez d'exemples, puis parce qu'il fallait garder des exemples pour le petit exercice de tout à l'heure. Mais voilà, on a aussi donc un procédé qui vise à donc exagérer ou affirmer sans fondement. Bon, carrément le truc de Roissy, là, c'était un peu ça. Faire un hors-sujet. Le miel aussi, on peut le mettre un peu là-dedans, je crois. Quelque chose de mensonger. Alors parfois, c'est effectivement totalement mensonger. On le verra peut-être avec des cas de carburant d'aviation soi-disant durable, avec les exemples qui vont nous être présentés par les collectifs en lutte tout à l'heure. Et puis, c'est parfois non représentatif du vrai visage de l'entreprise. Euh, ou bien on utilise des certificats et labels douteux. Alors ça, c'est de plus en plus fréquent. Il y a notamment un label Airport Carbon Accreditation qui consiste à accréditer les aéroports par rapport à leur bilan carbone. Et en fait, souvent, bah, ces labels-là sont des espèces d'auto-validation qu'ont inventé les aéroports pour se faire mousser et ils payent en fait pour pouvoir obtenir ces accréditations qui bon le premier niveau pour avoir l'accréditation Airport Carbon Accreditation globalement c'est qu'il suffit de faire son bilan carbone. Il faut rien faire du tout, il faut rien essayer de changer, il faut juste faire son bilan carbone. Donc globalement quasiment tous les aéroports sont labellisés AK donc voilà. La langue de bois également, utiliser du jargon, donc le terme biocarburant qui est très flou, va, pour le grand public en tout cas, va aussi parfois participer de cette stratégie-là. Et puis l'approbation par une autre entité, donc voilà, on va dire qu'un tel nous a validé, etc., etc. Euh, voilà pour les différentes pratiques de greenwashing. Est-ce que tout va bien jusqu'ici? Est-ce que vous avez des questions? Ça va? Alors, bah, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet du greenwashing appliqué au secteur aérien à proprement parler. Donc, quelles sont finalement les fausses solutions qui sont mises en avant par ce secteur pour continuer le business as usual, puisque là, c'est vraiment de ça dont on parle. L'idée principale du secteur aérien à l'heure actuelle, c'est après nous le déluge. C'est continuons comme ça, continuons sur notre lancée. Il faut continuer à croître, à vendre des billets d'avion, à faire voler des avions et tout ira bien, euh, selon eux, bien sûr. Donc, euh, la première chose qu'on avait envie de vous rappeler avec le réseau Resté sur Terre, c'est quelque chose dont vous avez peut-être conscience, mais peut-être pas. Ce sont les traînées de condensation. Alors, qu'est-ce que c'est que les traînées de condensation? On parle souvent de l'impact climatique de l'aérien et souvent le secteur nous dit oui, mais on est responsable que de 2,6% des émissions au niveau international. Euh, c'est vrai, à peu près. C'est plutôt autour de 2,9% maintenant, mais
En gros, c'est cet ordre de grandeur-là. Sauf que quand le secteur nous dit ça, d'une part, il oublie toutes les émissions hors CO2. Donc pas les émissions du seul CO2, mais les émissions d'autres gaz. Et parmi ces autres gaz, il y a notamment donc, des oxydes d'azote et des traînées de condensation. Donc ce sont en fait les grandes traînées blanches que vous voyez se former au passage de l'avion et qui vont ensuite évoluer en cirrus induit. Donc, ce sont simplement des nuages, hein, mais qui sont formés par les avions. C'est les seuls nuages formés par l'homme. Et ces nuages-là, en fait, ont un pouvoir réchauffant sur l'atmosphère. Globalement, ce qui se passe, en fait, c'est que c'est comme si vous rajoutiez une couette. Vous mettez une couette par-dessus sur votre lit pour dormir, puis vous rajoutez une couche supplémentaire. Et là, du coup, bah, il va faire plus chaud à l'intérieur parce qu'on piège les rayons. Donc, c'est ça le réchauffement induit lié aux traînées de condensation. Et ce réchauffement, eh bien, il est particulièrement puissant puisqu'en fait, pour obtenir la totalité du réchauffement produit par le secteur aérien, eh bien, il faut multiplier par 3 le seul CO2. Donc, on est véritablement sur un effet assez massif, mais assez concentré. Ça, c'est intéressant. C'est des choses qu'on connaît depuis peu. C'est qu'en fait, les, tous les vols ne vont pas avoir les mêmes traînées de condensation qui vont être formées. Certaines vont persister et d'autres se dissiper très rapidement. Et en fait, tout dépend des conditions atmosphériques dans lesquelles vole l'avion. Donc, une des pistes qui est assez intéressante, sur laquelle on vient de publier un article de décryptage avec Rester sur Terre, eh bien, ce serait d'éviter ces zones où les traînées de condensation se forment et persistent. Pour autant, pour l'instant, le secteur n'est pas très volontaire sur le fait de détourner des trajectoires, donc de changer de trajectoire pour pouvoir moins produire ces traînées. D'une part parce que c'est plus complexe sur le plan de vol et puis d'autre part parce que du coup bah, ça consomme plus en kérosène quand on décale un petit peu la trajectoire de l'avion et donc ça leur coûte plus cher. Donc il y a tout un tas de leviers qui à l'heure actuelle malheureusement ne sont pas mis en œuvre par le secteur pour éviter ces traînées de condensation. Mais bref, sachez qu'elles existent, qu'elles sont super importantes à prendre en compte dans le bilan carbone quand vous calculez l'impact d'un vol et en l'occurrence, elles pourraient être évitées et l'effet serait assez massif. Donc, il faut vraiment pas négliger de militer pour qu'elles soient considérées, comptabilisées et réduites, cette condensation. Pour autant, ça ne solutionnera pas tout si on fait ça. Il faut aussi réduire le trafic aérien. Donc voilà, en tout cas, je vous invite à vous documenter là-dessus parce que c'est assez important de connaître cet effet. Ensuite, qu'y a-t-il d'autre dans la besace du secteur aérien pour minimiser son impact? Eh bien, très souvent, on nous dit que c'est formidable parce que le secteur a augmenté l'efficacité de ses machines, donc à la fois du moteur, mais aussi l'aérodynamisme de l'avion, etc. Et que donc les avions consomment moins pour pouvoir faire le même nombre de kilomètres. Et ça, c'est vrai. Bien sûr, depuis l'invention de l'avion, on a amélioré énormément l'efficacité des avions. Pour autant, malheureusement, en même temps, on a augmenté le trafic parce que la croissance, enfin, en fait, c'est très simple. C'est un effet classique, enfin, c'est un effet rebond classique, c'est-à-dire que comme ça coûtait moins cher de faire voler des avions, parce qu'ils étaient plus efficaces, ben, on en a fait voler plus. Et donc, on se retrouve avec plus d'émissions et les gains d'efficacité ont été engloutis par la croissance du secteur. Donc, globalement, quand le secteur nous dit, vous inquiétez pas, on va encore améliorer l'efficacité des avions et ça va permettre de solutionner le problème, il y a deux choses qui ne sont pas dites quand on dit ça. D'une part, il y a le fait que les gains d'efficacité, bah, il y en a plus beaucoup à faire. Enfin, on a déjà amélioré énormément l'efficacité des avions, donc c'est très difficile de gagner encore plus. Et par ailleurs, effectivement, si on en croit
ce qui s'est passé dans le passé, eh bien, on peut assez raisonnablement penser que les gains d'efficacité à venir seront également engloutis par la croissance. En outre, ce qui est assez drôle à constater de la part du secteur lui-même, c'est que les objectifs qu'il s'est lui-même fixés en matière de gain d'efficacité ou en matière d'incorporation de carburants soi-disant durables, on verra après, eh bien, ces objectifs n'ont quasiment jamais été atteints. Ça, c'est l'étude donc de l'ONG qui s'appelle Possible, qui est une ONG britannique, qui a donc fait paraître en 2022 cette étude qui montre qu'en fait, sur une vingtaine d'objectifs que c'est lui-même fixé le secteur, eh bien, seul un avait été atteint. Donc, on est véritablement sur un secteur qui ne tient pas ses promesses, alors même que il se fait passer pour très sérieux et très responsable. Mais en l'occurrence, on constate que quand on regarde au cas par cas chacun des objectifs qu'il s'est donné, eh bien, le compte n'y est pas. Et donc, c'est le cas, par exemple, pour l'utilisation de carburants d'aviation soi-disant durables. Donc, les carburants les SAF, comme on les appelle, Sustainable Aviation Fuels, mais donc, enfin, pas vraiment durable a priori. Pardon. Le secteur, en fait, en 2000, donc on peut regarder par exemple, euh, autour de 2010, le secteur s'était fixé pour 2020 un objectif d'incorporation de 6% de SAF, donc 6% de carburant alternatif dans les réservoirs. Qu'est-ce que ça veut dire ça? En fait, c'est tout simplement qu'un avion, à l'heure actuelle, il peut voler en incorporant un certain pourcentage de carburant qui ne soit pas du kérosène. Globalement, à l'heure actuelle, les avions sont certifiés à peu près pour incorporer jusqu'à 50% de SAF. Donc, si on était capable de produire beaucoup de carburant d'aviation soi-disant durable, et on pouvait en mettre beaucoup dans les réservoirs, globalement, on pourrait avoir moitié SAF, moitié kérosène. Mais à l'heure actuelle, on n'est pas capable d'en produire beaucoup. Et je vous expliquerai après pourquoi c'est pas souhaitable non plus qu'on en produise beaucoup. Et donc, le secteur se fixe des objectifs d'incorporation de plus en plus ambitieux pour essayer d'en mettre de plus en plus dans les réservoirs. Donc en 2010, il s'était dit, pour 2020, on en mettra 6% dans le réservoir. Et regardez la courbe d'utilisation réelle, elle se trouve tout en bas. Elle est vraiment au ras des pâquerettes là. Et en fait, on a incorporé en 2020 0,01% de SAF au niveau mondial. Donc peanuts. Et pour 2030, eh bien, vous voyez que le secteur s'est refixé un nouvel objectif. Alors, le diagramme est faux désormais parce qu'au début c'était 5%, mais finalement dans Refuel EU, donc le grand programme énergétique de l'Europe, c'est à nouveau 6% l'objectif pour 2030. Donc on s'est redonné 10 ans après un objectif similaire, alors même qu'on plafonne vraiment tout en bas au ras des pâquerettes. Voilà pour ces fameux objectifs du secteur aérien. On va récapituler un peu et reprendre certains autres arguments. Donc, j'imagine que vous avez déjà entendu parler de compensation carbone, euh, de gain d'efficacité, de vol électrique, peut-être aussi de vol d'avion à hydrogène. Alors ça, on en entend de moins en moins parler. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous, d'ailleurs, a fait attention à la dernière annonce autour des avions à hydrogène qui a été faite il y a quelques semaines, peut-être la semaine dernière ou la semaine précédente? Est-ce que vous avez vu passer ça ou pas du tout? Oui, moi j'ai entendu le patron de, de Safran qui Oui, tout à disait fait. qui disait que effectivement l'avion à hydrogène, ce ne sera pas avant le 21e siècle. Voilà. Avant le 22e siècle, il disait, ouais. Voilà. Attends, oui, Oui, c'est 22e ça. siècle, pardon, oui, c'est ça. Donc ça, j'ai Tout à fait. entendu.
Ouais, ouais. Mhm. Donc ça, enfin, ce qui est un peu drôle avec cette annonce, c'est que ça fait longtemps que l'avion à hydrogène est... Enfin, qu'Airbus soutient que l'avion à hydrogène va être une partie de la solution. Et en même temps, on voit bien que Boeing ne lui a pas emboîté le pas. Mhm. Et ce qu'on constate, c'est que les annonces se succèdent pour nous dire oui, mais l'avion à hydrogène, ça va être super, mais ce sera pas trop pour tout de suite. On ne sait pas encore quand, voilà. Et donc là, effectivement... On a eu une annonce de, De rétropédalage. de Ouais. rétropédalage, effectivement, qui nous dit que bah, ce sera pas pour tout de suite du tout. Donc, en fait, toutes les annonces qui ont pu être faites en amont et qui nous disaient, vous inquiétez pas, l'avion à hydrogène va nous sauver. Et notamment quand, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Jean-Baptiste Djebbari était ministre des Transports et qu'il est un peu lobbyiste en chef du secteur aérien, et bah, il était vraiment à fond sur ce fameux avion à hydrogène. Et maintenant, on constate que le secteur est vraiment à fond sur C'est les un carburants mensonge. durables. Et on Ouais. peut se demander donc, et s'interroger légitimement sur leur capacité à eh bien, finalement utiliser, enfin, à tenir leurs promesses. Voilà. Donc, je vous parle un peu par la suite de la compensation carbone. Je voulais juste aussi rappeler qu'il y a quelque chose de très important qui est beaucoup instrumentalisé par le secteur à l'heure actuelle, c'est les allégations de neutralité carbone en 2050. Pourquoi? Eh bien parce que ce que le secteur prétend, c'est qu'il pourra être neutre en carbone en 2050. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas dire être à zéro, ça veut dire avec les projets de compensation carbone, être en capacité de compenser la totalité des émissions faites en 2050. Pourquoi c'est fallacieux? C'est fallacieux à deux titres. D'une part, effectivement, parce que ces projets de compensation, ça ne veut pas dire zéro émission, ça veut dire zéro émission nette. Donc en fait, il y a une part, enfin, on émet quand même, mais on dit qu'on compense. Et ça, c'est assez, enfin, c'est déjà en soi questionnable parce que la compensation n'apporte pas véritablement de garantie sur le fait de réduire les émissions. En fait, quand vous faites par exemple un projet où vous allez eh bien, planter des arbres pour compenser les émissions d'un vol, euh, vous prenez votre vol, les émissions elles sont là, elles sont faites, le CO2 il est dans l'atmosphère et il y est pour des dizaines d'années. Par contre, vous n'avez pas de certitude que la forêt que vous êtes en train de planter pour compenser les émissions de ce vol va survivre dans un monde qui se contraint de plus en plus avec des catastrophes climatiques ou des événements climatiques extrêmes. Et donc, effectivement, cette forêt pourrait partir en fumée avant d'avoir atteint la maturité pour véritablement capter tout le CO2 qu'on attend qu'elle capte. Donc, c'est en ça que la compensation carbone est fallacieuse, c'est que on nous dit qu'il y a un symbole égal entre deux réalités, alors qu'en fait, il y en a une où on a véritablement produit ces émissions, elles sont là et on a le problème. Et le projet qui est censé enlever, ou, enfin, voilà, soustraire les émissions, eh bien, n'est pas encore là. D'autre part, pourquoi est-ce que la neutralité carbone est fallacieuse? Eh bien, parce qu'en fait, quand le secteur aérien nous dit qu'il sera neutre en carbone en 2050, c'est pour mieux nous faire oublier que d'ici à 2050, il n'a pas du tout l'intention de réduire ses émissions. Et le problème avec le CO2, comme vous le savez, c'est que il reste dans l'atmosphère. Et donc, en fait, le problème, c'est ce qu'on émet maintenant. C'est pas ce qu'on émettra en 2050. Enfin, j'ai envie de dire, ce sera un problème aussi, mais prenons les problèmes un par un. Pour l'instant, c'est ce qu'on émet en 2026 qui va nous poser problème pour les températures à venir en 2050, en 2075. Et donc, comment est-ce qu'on fait avec ces émissions-là si le secteur nous dit, ah oui, mais vous inquiétez pas, on sera neutre en carbone en 2050, donc on peut émettre le plus possible dans les 25 années qui arrivent. Ça, c'est vraiment très, très problématique et c'est vraiment très dangereux parce que c'est le discours qu'on voit le plus et qui a tendance à faire oublier que c'est la trajectoire de réduction d'émissions qui est importante
pas la cible en 2050. Voilà ce que dit ce graphique. Et donc tout ce qui est en rouge là sous la courbe, c'est le dépassement du budget carbone que le secteur aérien a décidé de s'octroyer parce que soi-disant c'est un secteur compliqué à décarboner. Alors je dis pas que c'est pas vrai. Effectivement, c'est un secteur compliqué à décarboner, mais d'autres secteurs le sont aussi et ils sont peut-être plus essentiels. La question c'est comment est-ce que on arbitre entre tous les besoins qu'on a et comment est-ce qu'on fait en sorte de les faire entrer dans un budget carbone, donc pour ne pas dépasser. Retirer du CO2 de l'atmosphère, Elisabeth, bah, c'est faire des projets qui permettent de capter du CO2. Donc il y a plusieurs manières de capter du CO2. Le problème, c'est que les puits de carbone sont de plus en plus dysfonctionnelle aujourd'hui. Mais en gros, une forêt, par exemple, quand elle est à maturité, elle capte du CO2. Donc, l'Amazonie, par exemple, à l'heure actuelle, c'est encore un puits de carbone, c'est assez utile. Le problème, c'est qu'avec tous les dérèglements en chaîne qui s'opèrent, eh bien, certains puits de carbone ne font plus leur travail ou ne sont plus capables d'absorber suffisamment de CO2. L'océan aussi capte du CO2. Et dans les projets de compensation carbone, il y a en gros deux types de projets. Il y a des projets qui consistent à juste planter des arbres, à créer un nouvel espace qui soit un puits de carbone naturel. Mais donc ça, souvent, bah, ça arrive pas à terme. Et puis quand les arbres sont tout petits, en fait, ils stockent pas encore le carbone. Il faut attendre assez longtemps. Ou bien il y a des projets plus complexes, qui sont des projets technologiques, qui vont essayer de pomper le CO2 dans l'atmosphère et ensuite qui vont essayer d'en faire quelque chose. Donc, par exemple, des e-carburants. Donc, ça me fait une transition toute trouvée vers la suite. Je vais expliquer ce qui est un e-carburant, du coup. Donc, est-ce que je l'explique tout de suite ou est-ce que... Ouais. En gros, donc quand on vous parle de SAF, de Sustainable Aviation Fuels, de carburant d'aviation soi-disant durable, on vous parle de deux réalités différentes. Et souvent, le secteur mélange un peu les deux et c'est pas très clair sur de quoi exactement il parle. Euh, le principe, du coup, c'est qu'en fait, c'est deux réalités totalement différentes. Il y a une réalité, ce sont les biocarburants ou les agrocarburants. Ce sont des carburants issus de biomasse ou de culture ou enfin, en fait, de n'importe quelle euh, euh, ressource organique, donc qui est composée en fait de carbone et d'oxygène et qu'on va pouvoir transformer en hydrocarbures, donc en fuel, quoi. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire. Donc en Europe, il est interdit de le faire à partir de cultures, donc enfin de cultures vivrières ou d'espaces qu'on aurait pu utiliser pour l'alimentation. Euh, En Europe, on est obligé d'utiliser des déchets ou de la biomasse, donc par exemple forestière. Donc c'est ce que nous présentera Jacques tout à l'heure sur le projet euh, Éco à Lac dans les Pyrénées-Atlantiques. Euh, mais il y a beaucoup de fraude malheureusement sur la provenance d'huiles usagées, soi-disant usagées, pour pouvoir les transformer en biocarburants. Et on constate effectivement que par ailleurs, il n'y a pas assez de ressources. En fait, on ne mange pas assez de frites pour pouvoir produire de l'huile usagée, pour pouvoir faire voler tous les avions en Europe. La deuxième le deuxième gros bloc de carburant soi-disant alternatif, ce sont les e-carburants. Donc ces e-carburants, ce sont des hydrocarbures qui sont fabriqués à partir de CO2 qu'on aura capté dans l'atmosphère et qu'on va en fait combiner avec de l'hydrogène. Euh, donc là aussi, il faut produire l'hydrogène et il faut faire de l'hydrogène vert. Ça pose plein de questions. C'est un espèce de procédé chimique qui peut se faire de deux manières différentes. Et à la fin, on obtient un hydrocarbure synthétique, donc qui peut remplacer le kérosène, qu'on appelle un e-carburant, un e-fuel, e-SAF, donc E pour électricité. Euh, et ça, donc, ça peut être couplé à des projets eh bien, de capture du CO2.
Et donc, c'est exactement ce qu'ils veulent faire à Rouen, donc à Petit-Couronne, à partir en fait, des émissions d'une papeterie. Ils veulent donc prélever le CO2 et ensuite l'utiliser pour fabriquer un fuel synthétique. J'espère que c'est un peu clair, ces deux grandes familles. Globalement, ces deux grandes familles, elles ont elles ont toutes les deux des inconvénients qui sont souvent tus par le secteur. Donc, pour les agrocarburants et biocarburants, il y a un problème de disponibilité de la ressource. Il y a un problème effectivement de fraude et de mauvaise gestion de la provenance de la masse, de la biomasse qui est utilisée. On a également, dans le reste du monde, en tout cas, des gros questionnements autour de la biodiversité et des droits humains, puisqu'en fait, il y a énormément de terres qui vont être accaparées pour pouvoir installer des projets de biomasse pour justement l'aviation. Et en fait, souvent, ce qu'on montre, c'est que si on analyse la totalité du cycle de vie, eh bien, ce ne sont même pas des carburants qui vont en fait permettre de réduire les émissions de CO2. Au global, on est plutôt sur des émissions qui sont doublées, donc en fonction de la provenance du carburant. Donc, on est vraiment sur un... En fait, on déplace le problème des émissions et puis ensuite, on dit qu'on l'a résolu. Concernant les e-carburants, donc les fuels synthétiques dont je parlais tout à l'heure, en gros, euh, le problème c'est que on n'a pas du tout assez d'électricité renouvelable pour pouvoir en produire de manière significative et que c'est un procédé qui est extrêmement énergivore. En gros, on estime que seuls 10% de l'électricité qui va être utilisée, de la totalité de l'électricité qui va être utilisée pour fabriquer ces carburants synthétiques, va être utilisée en poussée pour l'avion. Donc c'est très énergivore, alors que justement, on n'a pas beaucoup d'électricité renouvelable. Et après, il y a d'autres questions qui se posent à la fois sur la sécurité des installations industrielles, mais aussi sur la production de l'hydrogène vert, puisque à l'heure actuelle, on n'a pas beaucoup d'hydrogène vert du tout et on en a besoin aussi pour d'autres secteurs. Et donc, véritablement, sur ces procédés-là, on est dans une incertitude assez massive, alors qu'ils sont souvent présentés comme la panacée et souvent avec des levées de fonds très importantes, de type start-up, comme si c'était véritablement ouais, la solution miracle. Alors que c'est vraiment une toute petite, infime portion à l'heure actuelle du carburant qu'on est capable de fournir pour les avions. Donc voilà, le problème des carburants synthétiques, c'est qu'ils vont arriver trop tard pour répondre à l'urgence climatique. Ils nécessitent d'énormes quantités d'énergie renouvelable et ils gaspillent une grande partie de cette énergie-là. Donc à l'heure actuelle, c'est absolument pas crédible pour réduire les émissions dès maintenant, en 2026, et en valeur absolue. Et c'est vraiment ça qu'il faut garder à l'esprit, c'est que si on veut résoudre la question des émissions de gaz à effet de serre du secteur aérien, ou comme de n'importe quel secteur, c'est dès maintenant qu'il faut les réduire. Et à l'heure actuelle, le secteur aérien, en tout cas, c'est l'un des principaux secteurs à faire ça, passe son temps à dire, oui, mais nous, on n'est pas en capacité de réduire tout de suite, mais promis, on le fera plus tard. Et ça ne fonctionne pas, parce que si tout le monde faisait comme ça, enfin, je ne vois pas comment ça marcherait. Déjà qu'on n'est pas du tout dans les clous. Mais en fait, le secteur aérien a vraiment ici une attitude de passagers clandestins au niveau des émissions de l'ensemble des secteurs. Voilà pour ça. Est-ce que c'est nécessaire que je repasse sur l'avion à hydrogène ou on s'en fiche un peu? Parce que c'est en fait, c'est vraiment une vaste blague. Peut-être juste pour vous dire un truc. Euh, Bon, il existe que sur le papier. On a dit que même Safran avait fait machine arrière. Enfin, ça, il y a plus grand monde qui y croit. Mais par ailleurs, ce qui est aussi assez fascinant, c'est que
Dans tous les cas, même avec des sauts technologiques pour être capable de stocker l'hydrogène et de ensuite d'avoir une motorisation, parce qu'en fait le problème c'est que l'hydrogène c'est pas très compact. Il faut vraiment en mettre beaucoup, donc c'est pas très aérodynamique quoi. On peut pas avoir des avions qui sont designés de la même manière que, que maintenant. Et du coup, le problème qui se posait, c'était pas seulement un problème pour les motoristes comme Safran, mais aussi pour les constructeurs, donc Airbus. Et il fallait réinventer en fait la totalité de comment on agence un avion avec pour mettre l'hydrogène et pour que le moteur soit quelque part. Grosso modo, c'est ça la problématique. Et ce qui se passe, c'est que en plus, même si on est capable de faire ça, eh bien, on n'est pas capable d'embarquer suffisamment d'hydrogène pour faire du long courrier. Donc en fait, c'est valable que pour les moyens et courts courriers. Et moi, ce qui me fascine avec ce truc-là, c'est qu'en fait, ils sont en train d'essayer d'inventer une alternative, donc moins carboné à un truc qui existe déjà et qui s'appelle le train. Sur du court courrier ou du moyen courrier, en fait, on peut essayer de mettre en place des déplacements qui soient terrestres. Évidemment pas entre les continents, mais c'est déjà super si on arrive à le faire au sein d'un continent. Et en l'occurrence, voilà, l'espèce de pari technologique un peu absurde que se fixe Airbus ici, c'est d'inventer une alternative à un truc qui est déjà décarboné. Donc, bizarre. Bon, en vrai, ce qu'ils essayent de faire, c'est juste de faire en sorte que l'avion continue d'exister, euh, mais sans penser finalement aux conséquences. Et puis l'avion électrique, donc là aussi, il y a eu des petites annonces de temps en temps pour nous expliquer que on peut faire des avions électriques et du coup c'est super. Euh, à chaque fois, il y a cette omission, ce mensonge par omission. C'est pas avec des batteries qu'on va pouvoir faire des longs courriers et c'est pas avec des batteries qu'on va pouvoir remplacer des avions de ligne tels qu'on les connaît à l'heure actuelle. Pourquoi? Eh bien parce que les batteries sont trop lourdes, donc on ne peut pas faire voler des avions comme ça. En gros, pour remplacer 1 kilo de carburant, il faut 25 kilos de batterie. Et le problème, c'est qu'en plus, les batteries, elles restent, elles pèsent toujours la même chose. Le carburant, quand on le crame, au fur et à mesure, l'avion s'allège. Les batteries, c'est pas le cas. Donc, globalement, sur l'avion électrique, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, on sera en capacité de faire voler des petites choses qui seront électriques, type des taxis ou des drones voilà, des jets privés éventuellement, mais pas du tout des avions de ligne. Et donc, ça n'est pas une solution pour décarboner le secteur aérien. Je passe assez rapidement du coup sur la compensation carbone. Donc, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais c'est l'idée de créer des projets qui permettent de compenser les émissions qu'on a réalisées. Donc, soit avec des plantations d'arbres, soit avec différents types de projets où on va enlever le CO2 de l'atmosphère et l'utiliser autre part. Ce que montre la Commission européenne, c'est qu'en fait, malheureusement, la plupart de ces projets-là, ils sont fallacieux dans le sens où s'il n'y avait pas eu, enfin, en fait, ils se seraient quand même fait, même si il n'y avait pas eu nécessité de compenser. Donc, on nous dit qu'on les a fait pour pouvoir compenser les activités de tel ou tel secteur, mais en fait, on les aurait quand même fait. Et donc, souvent, on est juste sur une double comptabilité qui ne réduit pas du tout les émissions en valeur absolue. C'est pour ça que j'insiste vraiment sur ce terme-là. C'est en valeur absolue qu'il faut réduire les émissions. C'est pas arriver à net zéro en je sais pas quelle année. C'est maintenant et en valeur absolue qu'il faut le faire. Donc voilà, et là, bon, il y a pas mal de références sur la slide à à différents mécanismes que je décrirai plus en détail la semaine prochaine, donc notamment Corsia, qui est le mécanisme de compensation mis en place par l'OACI, donc l'Organisation internationale de l'aviation civile. C'est à l'heure actuelle le seul mécanisme international proposé pour réduire les émissions de l'aviation. Et donc le seul mécanisme proposé, c'est un mécanisme de compensation. Et donc les technologies d'émissions négatives, donc vous en parliez dans le chat, hein, donc il y a deux grandes familles.
Il y a une famille qui consiste à capter le CO2 directement dans l'atmosphère et le stocker sous terre, comme si on faisait une immense banque de CO2 quelque part. Et puis bon, après, si on avait des fuites, on serait un peu dans la merde. Mais donc l'idée, c'est voilà, c'est de stocker sous terre ce CO2 pour plus qu'il nous embête. Et l'autre procédé, eh bien, c'est d'essayer de produire de l'énergie à partir de ce CO2 qu'on a extrait de l'atmosphère euh, et stockage souterrain d'une partie du carbone qui va être nécessairement produit par les réactions chimiques qui sont en jeu. À l'heure actuelle, c'est seulement des projets qui sont à l'état embryonnaire voilà, sur le papier, ça pourrait marcher. Ils présentent pas mal de risques technologiques qui n'ont pas fait leur preuve à l'échelle euh, euh, souhaitée. Et le problème, c'est qu'ils sont systématiquement pourtant utilisés dans les comptabilités des différentes industries pour nous dire qu'il n'y aura pas de problème, qu'à un moment, on va se retrouver avec le bon nombre de CO2 au bon endroit. Voilà. Donc, toutes ces technologies-là, je réponds à vos questions juste après si vous en avez, mais sachez que vous pouvez retrouver des fiches de décryptage qu'on a appelées fiches greenwashing. Alors, je vous présente l'illusion de l'aviation verte, c'est le document un peu plus ancien qu'on avait avant, qui parlait donc euh, de ces narratifs autour de l'avion vert, c'est à terre. Ensuite, on a donc le fameux guide destination commune que je vous ai déjà adressé dans mon mail précédent, donc qui est en fait le grand guide, la somme euh, qu'on a développé avant de développer ces formations et qui regroupe l'ensemble des contenus que je peux aborder. Et puis, vous avez donc les fiches greenwashing qui sont au nombre de 8 et qui sont des fiches de décryptage, le plus souvent sur 4 pages, donc assez court quand même, qui vous permettent d'avoir un aperçu au global de pourquoi telle ou telle solution technologique va être mise en avant par le secteur et pourquoi en raison, enfin, on a raison de douter de ces solutions qui sont avancées. Les fiches greenwashing, je vous les enverrai aussi par mail dans mon mail récap. Et pour les personnes qui n'ont pas reçu mon mail de la semaine dernière, je vous invite à rester à la fin de la séance pour m'indiquer votre email pour qu'on soit sûr que c'est le bon ou que ça a bien fonctionné. Parce que j'ai effectivement des petits soucis. On m'a indiqué que parfois ça ne marchait pas, on ne recevait pas mes emails. Est-ce que vous avez des questions sur ces solutions, soi-disant solutions technologiques? Euh, N'hésitez pas à écrire dans le chat ou bien oui à prendre la parole. Allez-y. oui, Charlène, moi j'avais une question, bon, plutôt une remarque peut-être. Je viens de lire un article sur Nature. Euh, Mhm. je ne sais pas si tu es au courant, qu'il a été vraiment instrumentalisé par rapport à l'argumentation d'efficacité. C'est-à-dire, ça suffit d'avoir des avions plus efficaces et un trafic plus efficace et éliminer les business class, Ah par oui, exemple, pour avoir une réduction des émissions CO2 de trafic aérien jusqu'à 50%. Alors là, je oui, sais pas si, après, rester sur Terre ou Stayland, je sais pas, ils ont déjà rapproché ce genre des... Bon, cet article spécifiquement, et peut-être il y a des autres. oui, merci beaucoup. C'est un article qui est paru il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 2 semaines, dans Nature. Et effectivement, on était assez surpris de cet article parce que notamment l'un des co-auteurs de l'étude a été très critique vis-à-vis du secteur aérien. Et là, les conclusions, elles sont assez frappantes. Effectivement, on a l'impression qu'il suffirait de supprimer la business class dans les avions et on aurait la solution vraiment d'un coup d'un seul à la plupart des émissions. Alors, moi, ce que je peux dire sur cet article, c'est que c'est effectivement intéressant de pointer que les business class sont plus émissives que les autres classes, parce qu'effectivement, quand on prend plus de place dans un avion, on consomme plus de kérosène
au prorata, et donc forcément, on a un impact beaucoup plus important. Et donc c'est toujours intéressant de rappeler aussi que la réalité du fait de prendre l'avion n'est pas du tout partagée par tout le monde dans le monde de la même manière, et qu'il y a des personnes qui ont un impact démesuré parce qu'ils prennent énormément de vols et d'autres moins. Et donc l'article est vachement intéressant là-dessus parce que il compare aussi l'efficacité de certains vols en fonction de l'aéroport de départ. Et donc on voit qu'il y a des vols, notamment aux États-Unis, qui sont pas du tout efficaces, qui sont très peu remplis et qui sont donc très dispendieux en CO2. Mais par contre, le fait que que la suppression de la business class permette de réduire le renouvellement des flottes, puisque c'est aussi ça qui est présenté dans l'article, donc le fait de remplacer les avions par des avions beaucoup plus efficaces, ça me semble vraiment hasardeux de dire ça. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, la plupart du temps, quand un avion est remplacé dans une flotte d'une compagnie qui peut se le permettre, l'avion va être revendu à une autre compagnie et il va continuer à voler. Et donc, en fait, il n'y a pas du tout de disparition d'un coup de ces émissions de cet avion, mais au contraire, on ajoute, et donc on a à nouveau un effet rebond sur le renouvellement des flottes. Et par ailleurs, renouveler les flottes, c'est quand même assez long. Enfin, les avions, on n'en fabrique pas comme ça, comme des petits pains. Donc, il y a aussi un délai qui est à prévoir, qui est assez important. Mais voilà, ce que je peux dire sur cette étude, qui effectivement enfin, dont les conclusions sont assez étonnantes. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou remarques. Non, ça va? Hum, Peut-être je peux faire deux remarques. Oui, La vas-y. première, bonjour, c'est Luc. La première sur alors, je sais pas si la vidéo elle marche. Bref, bon, c'est pas grave. La première, c'est sur les compensations carbone, l'effet Corsia, comme tu as dit. En fait, je crois que c'est Air France, je suis pas sûr, à planter euh, des milliers d'hectares de forêt en Turquie qui se sont avérés complètement inefficaces parce que la forêt elle est morte. Donc en fait, il n'y avait aucune compensation du fait d'avoir planté ces forêts. Alors je ne sais plus exactement mais je sais qu'il y a plusieurs milliers d'hectares qui ont été plantés et qui sont complètement euh, nuls, quoi. Voilà, c'est ça. D'autre part, sur l'hydrogène, bon, j'ai travaillé un peu sur le truc. Et en fait, le problème de l'hydrogène, c'est qu'on a un problème avec le poids des réservoirs et la capacité des réservoirs. En fait, le problème, c'est que ça, ça diminue entre un tiers et deux tiers la capacité du nombre de voyageurs pour une même performance. Donc ça, c'est énorme. Par contre, ils vendent souvent, et là, je te pose la question, la pile à hydrogène, la pile à combustible, pardon. Est-ce que tu as entendu parler de cette fameuse pile à combustible, qui serait qu'en fait, on fabriquerait de l'hydrogène pour l'injecter après, alors avec de l'électricité, pour l'injecter après comme carburant directement dans les moteurs. Ce qui est, ce qui pourrait, ce qui pourrait ressembler à l'époque de la guerre au gazogène, si tu veux. Voilà. Donc, si tu veux, voilà, on fabrique de, de l'hydrogène sur l'avion pour l'injecter directement dans les réacteurs qui seraient effectivement modifiés. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Hmm. Oui et non. Euh, Il me semble, enfin, j'ai pas l'impression que ce soit une solution qui est qui est très crédible dans le sens où pour le moment, aussi des gros problèmes avec l'hydrogène embarqué dans les avions, c'est qu'il est très inflammable et que du coup, il y a des problèmes de certification et de dangerosité qui sont encore pour l'instant non résolus. Donc, je sais que j'ai vu des articles un peu futuristes. Parfois, on voit ces trucs-là qui sont aussi des choses qui relèvent du greenwashing, qui disent oui, on va faire des avions avec des centrales nucléaires embarquées dans les avions, ce genre de trucs, ou effectivement des piles à hydrogène embarquées dans les avions, etc. A priori, ça me semble pas à l'heure actuelle quelque chose de. Enfin,
une vraie solution envisagée par le secteur de manière sérieuse. Mais peut-être un jour. Mais enfin voilà, moi je dis pas qu'il y aura pas d'avion à hydrogène, qu'il y en aura jamais ou quoi. Moi je dis juste que l'avion à Je pense hydrogène qu'on en tant que sera tel, mort, on sera mort avant. non, peut-être, ouais, pas tout le monde, peut-être moi je le verrai. Mais en tout cas, c'est pas une solution pour le problème du changement climatique qui nous est posé à l'heure actuelle. Et c'est ça qui est très grave, c'est que le secteur passe son temps à nous faire croire que c'est une partie de la solution, alors que il instrumentalise euh, la science voilà, pour continuer sans que les gens se posent trop de questions. Ça, il y a longtemps que je l'ai compris. Par contre, je voulais te poser une question. Il parle beaucoup de l'open rotor, c'est-à-dire que des nouveaux avions, des nouveaux réacteurs qui ne seraient pas carénés. Et ces réacteurs de nouvelle génération seraient beaucoup moins gourmands en carburant. Enfin, ils seraient moins gourmands en carburant. Alors, par contre, au niveau du bruit, ça va être une catastrophe. Est-ce que tu as entendu parler de ça? Non, pas spécialement. Non. Enfin, j'en ai entendu parler, mais je sais pas. On n'a pas de fiche spécifiquement là-dessus ou de ligne directrice, donc je peux pas répondre. D'accord. Parce que l'open rotor, enfin, en tous les cas, chez Safran, et chez Airbus, ils travaillent dessus, ça je sais. Oui, oui, oui. Mais effectivement, tu as raison de rappeler que c'est important de le dire, que si on a des solutions technologiques qui peuvent réduire l'impact climatique des avions, souvent, ça va se faire au détriment d'autres composantes, dont le bruit, et Mm. que donc c'est aussi inadmissible pour les populations qui sont impactées par l'activité aéroportuaire déjà de manière très significative et voilà. Il y a Anthony qui voulait intervenir. Vas-y, Anthony. Ouais, c'était juste pour donner l'info parce que j'ai pas trop d'informations dessus, mais j'ai une copine qui est hôtesse à Air France là. Euh, Elle m'a dit que en fait Air France étudie en ce moment, enfin ils font des tests, les PNC, les hôtesses et les stewards, sur des nouvelles cabines d'avions qui sont alors je sais pas quel constructeur fait ça, si c'est Airbus ou quoi, mais qui sont en développement, pas en développement, mais en imagination, sur des ailes volantes en fait. Donc ce sera des avions beaucoup plus fins, etc., qui vont consommer beaucoup moins. Et Air France fait des tests de cabine dès maintenant, quoi. Donc moi j'en avais jamais entendu parler, tu vois, c'est elle qui m'a parlé de ça. Mais c'est juste que c'est une info, voilà, qu'il faudra peut-être creuser. Est-ce que c'est du greenwashing? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est une vraie solution? Pourquoi pas, hein. Il peut y avoir des vraies solutions que dans le lot. Mais voilà, c'est juste pour passer l'info. Je ne sais pas si quelqu'un a entendu parler de ça, mais voilà. Yes, merci Anthony. Et effectivement, hein, tout n'est pas forcément acheté à la poubelle. Le problème, c'est la manière dont c'est instrumentalisé. Et sur l'Open Rotor, Didier nous dit que l'avion avec Open Rotor est dans les cartons d'Airbus depuis la fin des années 80. Donc ça fait déjà un petit moment, apparemment. Euh, Ce que je vous propose de faire maintenant, s'il n'y a pas d'autres remarques ou questions, y en a-t-il? Pas hésiter, hein. Mais s'il n'y en a pas, ce que je vous propose, c'est de faire un tout petit exercice. Alors, non, d'abord, avant toute chose, je vais demander, donc à part Jacques qui est là pour présenter votre lutte à Lac dans les Pyrénées-Atlantiques, est-ce qu'il y a quelqu'un de Rouen ce soir ou pas? Non, hein. Ok, donc on va garder, peut-être, je suis un peu embêtée parce que du coup, j'ai peur qu'on manque de temps. Je vous fais faire quand même une mini mise en situation parce que c'est un peu marrant. Et ensuite, je proposerai à Jacques de prendre la parole. Donc, je vais vous proposer d'aller dans 5 salles de répartition différentes. Vous serez 3 ou 4 par salle. La question, donc, c'est d'essayer d'identifier les fausses solutions qui sont mises en avant par le secteur dans différentes communications que je vais vous transmettre. Et donc les stratégies de greenwashing qui sont mises en place. Donc je vous laisse discuter entre vous
Il n'y a pas besoin de me faire de compte rendu, mais juste c'est intéressant d'échanger autour des différents mécanismes et de quelle est la fausse perception qu'on essaye d'induire chez les gens. Qu'est-ce que le secteur ou qu'est-ce que la publicité ou voilà l'élément que je vais vous présenter dit ou ne dit pas et qu'est-ce qu'il essaye de faire, de véhiculer, à quelles émotions, à quelles valeurs il fait appel, etc. Donc, je vais vous envoyer dans 5 salles différentes et je vais vous donner un lien dans le chat. Et donc, vous avez donc sur ce lien différents exercices. Il y a écrit cas numéro 1, cas numéro 2, cas numéro 3, cas numéro 4, 5 et 6. Et attention, ça va être vraiment révolutionnaire. Les personnes qui sont dans la salle 1, vous prenez le cas numéro 1. Les personnes qui sont dans la salle 2, le 2, le 3, etc. Voilà, je pense que vous avez compris. Et du coup, les questions sont aussi affichées dans le cloud. Donc, vous pouvez vous y référer si jamais vous ne les avez pas affichées à l'écran. Et donc, je vous propose maintenant de partir dans les salles et je vous donne juste le lien dans le chat, le lien vers le Drive. Donc, vous pouvez ouvrir le lien et aller consulter les différentes communications. Et on se retrouve dans... Allez, je vous laisse 12 minutes. À tout à l'heure. Eh bien, re-bienvenue à tous. Donc, pour cette dernière partie de la formation, avec donc Jacques qui va nous parler du projet ECO ou ICO, je ne sais pas comment on dit, à Lac dans les Pyrénées-Atlantiques. Je te laisse la parole, Jacques, et tu me dis quand je dois changer la slide. Merci et bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez. Oui, c'est bon. Ça fonctionne. Donc, rapidement, le projet sur le sud-ouest, on est d'abord gâté, hein, je dois le dire, puisqu'on a une multitude de projets pour des e-carburants, des biocarburants et même du biochar. Donc, on est très gâté. Et d'ailleurs, dans la présentation de ce soir, j'ai rajouté le projet NACRE qui vient de sortir et qui est en enquête publique et qui également qui produirait donc du bioéthanol deuxième génération, mais qui pourrait également produire du kérosène alternatif en SAF. Sur ECO, donc c'est 3 usines qui s'installeraient sur le bassin de Lac, un investissement de 2 milliards d'euros qui serait certainement dépassé. Alors, il y a une usine qui est Biojet qui produirait 87 000 tonnes par an de kérosène dit décarboné et qui produirait 1,5% maximum de la consommation française des avions. Il y a l'usine IM Lac qui produirait, elle, 88 000 tonnes par an de e-méthanol pour le transport maritime. Et il y a ILAC, qui est l'usine qui fabriquerait de l'hydrogène, car il faut bien sûr de l'hydrogène pour faire ces nouveaux carburants, 72 000 tonnes d'hydrogène. Pour faire tout ceci, il faut également un poste de raccordement électrique, 3,7 térawattheures par an, énorme, et il faut un électrolyseur pour faire l'électrolyse pour l'hydrogène de 520 mégawatts, c'est-à-dire un quart de PR, tout simplement. Donc, c'est un projet effectivement industriel très lourd. Pour pouvoir produire ces carburants, il faut de la biomasse. Au départ, on voyait que c'était surtout de la biomasse forestière à laquelle ils pensaient. Vu les critiques et l'analyse du dossier, ils essaient de présenter les choses mieux. Ils disent qu'il y aura uniquement un tiers de biomasse forestière avec du bois d'industrie, du bois énergie, tout ceci étant cohérent avec la réglementation européenne. On a beaucoup de doutes et on le conteste. Il y a également de la biomasse agricole
des miscanthus, les herbes effectivement qui poussent très vite et beaucoup. Et ensuite, il y a également toutes des sous-produits de l'agro, de l'agriculture, des noyaux d'olive jusqu'au sel de vigne. Et y compris, ils ont beaucoup insisté sur les noyaux d'olive. Et puis, il y aurait des déchets bois, des lignures, des palettes, des meubles, etc. Et puis des déchets également d'entretien des villes avec les mains. Eco, donc, je le disais, produirait 87 000 tonnes de e-biokérosène. I, c'est électricité, et bio, c'est pas bio, mais c'est biomasse. Et tout ceci, il faudrait donc 500 000 tonnes de biomasse, 3 millions de mètres cubes d'eau et 72 000 tonnes d'hydrogène dit décarboné, qui serait de l'hydrogène donc produit par les centrales nucléaires. Un mot sur Nacre, parce qu'il est vraiment d'actualité. C'est une usine qui nécessiterait 280 millions d'investissements pour produire du bioéthanol, 30 000 tonnes par an, ce qui satisferait 0,08% de la consommation. Et sans doute, l'ambition, c'est également de produire du biokérosène. Il y aurait des sous-produits, lignine, biométhane, etc., du CO2, je passe. Ce qui est important dans Nacre, c'est que, bien sûr, il faudrait de la biomasse forestière et agricole, et surtout, le raffinage se ferait avec des OGM. Et il semblerait que le projet Futurol ait réussi à produire des champignons et des levures qui permettraient de dégrader la biomasse, forestière notamment. Jusqu'à présent, le bois était très résistant et c'était ce qui bloquait l'utilisation du carbone qui est dans la masse forestière. Ça serait cassé. Si c'est le cas, ça serait un bouleversement très important. Au niveau de, il y a plein d'autres projets. Je passe sur le coin, je le citais tout à l'heure, des projets traditionnels au niveau de la filière bois et également des forêts, des projets qui utiliseraient du bois énergie. Les problématiques, c'est que la biomasse forestière n'est plus disponible. Tous ces projets ont été pensés dans la logique où il y avait une croissance et une très forte dynamique de la production de bois. Cette dynamique de la production de bois était liée au fait que plus il y avait de CO2 dans l'atmosphère, plus il y avait de croissance des forêts. Mais avec le réchauffement climatique, il y a eu un renversement de tendance complet, chute de la productivité et de la mortalité, enfin augmentation de la mortalité et chute de la productivité, un effondrement du puits de carbone et des conflits d'usage de plus en plus nets entre la filière bois traditionnelle, le chauffage bois local et les biocarburants. Et surtout, on s'aperçoit effectivement qu'avec ce renversement de tendance au niveau de la dynamique forestière, les forêts sont en train non pas de fixer du carbone atmosphérique, mais d'en émettre. Et déjà en France, on a plusieurs régions, notamment dans l'Est, des grandes forêts forestières de l'Est, qui émettent plus de carbone qu'elles n'en fixent. Et au niveau européen, on a déjà plusieurs pays européens qui sont globalement en bilan carbone négatif. Donc ces projets-là, qui sont présentés comme vertueux pour décarboner, en fait, vont accélérer le renversement de tendance au niveau forestier. Sur la biomasse agricole, les problématiques sont également très fortes. Il y a des conflits d'usage évidents avec les biens alimentaires. On nous dit qu'il n'y aura pas de problème, mais dans la réalité, dès qu'on voit les choses concrètement, on s'aperçoit qu'il y a bien un conflit d'usage. Il y a des enjeux en termes de biodiversité et bien sûr, comme je le disais, de bilan carbone. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'aujourd'hui, pour simplifier, on sent bien que les industriels veulent que les forêts et les terres produisent du carbone naturel au détriment des biens alimentaires et au détriment de toutes les fonctions, les multifonctionnalités de la forêt.
C'est-à-dire qu'on rêve effectivement de production industrielle de bois pour produire du carbone. Et tout ceci, effectivement, nécessite non seulement beaucoup de biomasse et avec un enjeu carbone, mais nécessite également beaucoup d'électricité. Si on voulait atteindre les objectifs de 70% de SAF en 2050, il faudrait avoir 13 EPR pour produire l'hydrogène nécessaire à la production de ces SAF. 13 EPR. Au niveau de la biomasse, il faudrait pratiquement doubler les récoltes de bois et donc déstabiliser complètement les forêts françaises et bien sûr européennes. Au niveau de l'eau, c'est pareil, ça consomme énormément d'eau et donc il y a des problèmes d'étiage qui en sont posés, qui sont évidents. Donc on a une contradiction totale qui était évoquée dans la présentation de tout à l'heure, on est sur du greenwashing, très clair, puisque ces projets, ces nouveaux carburants, en fait, émettent plus de CO2 que les carburants fossiles actuels. Et leur bilan carbone est négatif, il n'est pas effectivement positif. Donc là, on a un vrai problème. Tout ça, on l'a analysé, chiffré scientifiquement. On a beaucoup travaillé avec les shifters, on a travaillé avec Rester sur Terre, avec les experts de Rester sur Terre. C'est clair qu'on est effectivement sur un système qui ne fonctionne pas. Et en plus, on a un bouleversement des usages. Et on a ce problème de l'OGM qui nous ferait basculer sur le monde de la biotechnologie et de la chimie verte. C'est un rêve qui existait depuis plus de 30 ans et qui pourrait effectivement se concrétiser dans les années à venir, vu les besoins. Donc, on aurait donc une industrialisation des espaces naturels pour produire du carbone naturel. Et donc, pour nous, ce qui est clair, c'est que hors décroissance du trafic, il n'y a pas de solution aujourd'hui et les SAF ou les CAD ne sont pas la solution. Au niveau du collectif local, on a effectivement Forêt Vivante Pyrénées, qui est un collectif qui s'est constitué dans le cadre de la concertation permanente sur le projet ECO et qui s'est élargi aux autres projets qui arrivaient. 73 associations du Béarn et du Pays Basque, plus des Landes. On a, au-delà de ces associations, un groupe opérationnel d'une quarantaine de membres, 20 militants dans le Béarn, 15 dans le Pays Basque. Ces deux ensembles travaillent de façon horizontale, une coordination par mois de ces militants actifs. On a également pu maîtriser une grande expertise avec notamment les ingénieurs anciens qui ont travaillé sur l'AC. Donc on avait là un pool d'ingénieurs qui dans leur domaine qui étaient compétents et qui ont beaucoup travaillé également sur les problèmes de biomasse forestière et agricole. Et donc on a pu contrer effectivement les arguments défendus par Élise, le porteur du projet, mais sans pouvoir le bloquer. On a une forte mobilisation de terrain, beaucoup de réunions locales, beaucoup de mobilisation des élus. Et aujourd'hui, on est bien conscient que quel que soit, on a eu, je pense, une forte mobilisation et un bon impact local, mais on est bien conscient que ce n'est pas au niveau local que ça va se jouer. Le rapport de force est vraiment trop déséquilibré par rapport aux compagnies aériennes, aux aéroports et à Airbus. Et donc, on est bien conscient que l'on ne pourra effectivement bloquer ces projets que si on a une coordination des grandes ONG nationales qui feraient de ce dossier, le problème prioritaire. Donc, je reprends au niveau local, je l'ai dit, il y a des réunions publiques, une forte mobilisation des élus, des communautés de communes et également des communes directement. Et puis, on a mobilisé beaucoup les réseaux sociaux. On a cette chance également d'avoir non seulement des militants traditionnels un petit peu âgés comme moi, des groupes environnementaux, mais on a pu également agréger des jeunes qui se sont mobilisés largement sur ces projets. On travaille aussi au niveau des départements et des régions
On a eu des manifestations au niveau national, mais on a eu également une manifestation à Bordeaux, à laquelle Rester sur Terre a participé, Greenpeace, SOS Forêt, euh, beaucoup d'ONG, Canopée, etc. Et au niveau national, c'est l'enjeu pour nous dans les semaines et les mois qui viennent, d'arriver effectivement à bâtir une vraie stratégie nationale avec l'ensemble des ONG, avec un plan d'action pour arriver à vraiment peser dans cette bataille car on est bien conscient qu'on est sur une phase de basculement. La biomasse, qu'elle soit forestière, surtout forestière, mais également agricole, euh, peut vraiment être mobilisé par l'appétit des industriels sur ce problème des carburants, car effectivement, en matière de carburant, il n'y a pas de solution technique à court terme en dehors de cette mobilisation de la biomasse. Mais si on mobilise la biomasse forestière et aussi agricole pour faire des carburants, ça sera au détriment de toute la multifonctionnalité des forêts qui est essentielle à bien des égards et notamment pour réguler le réchauffement climatique, mais également sur le plan alimentaire. Voilà, excusez-moi, j'ai peut-être été un petit peu trop long. Et donc, on travaille beaucoup avec SOS Forêt qui essaie de se mobiliser avec tous les acteurs locaux. Merci beaucoup, Jacques, pour ce tour d'horizon. C'était très intéressant. Je suis très contente d'avoir pu t'accueillir. Je propose aux personnes qui veulent poser des questions qu'on garde vos questions pour après la présentation de Nathan. Donc, si vous pouvez les noter ou les mettre dans un coin de votre tête, comme ça, on peut être sûr qu'on finira à peu près à l'heure. Et donc, Nathan, je te passe la parole pour parler du projet à Petit Couronne, donc du projet de Verso Énergie. Ouais, Ah, je te remercie. Donc oui, le projet de Verso Énergie, qui est une entreprise qui est active sur, enfin en fait, une bonne partie du territoire français, parce que donc là en fait, moi ce que je vais vous dire finalement, aujourd'hui enfin, ça se répercute sur beaucoup de territoires. Il y a beaucoup de projets similaires qui sont en route. Il y en a au moins six, mais enfin, en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on regarde, il y en a un de plus. Et donc voilà, donc le projet Désir, hein, sur enfin à Grand Couronne, donc qui est dans la périphérie directe de Rouen. C'est un projet d'usine de fabrication de e-carburant. Donc voilà, je vais pas rentrer encore une fois dans toutes les considérations techniques parce que tout ce qu'a dit Jacques est vraiment, enfin voilà, on est toute façon dedans. Euh, donc voilà, donc le e-carburant donc avec ce projet finalement qui planche sur finalement en fait qui part du constat, et enfin ça c'est vraiment dans les lignes de l'entreprise qui impulse ça. Enfin en fait c'est dans les premières lignes de leur projet, ils disent il y aura un doublement il y aura un doublement du trafic aérien d'ici 20 ans. En fait, c'est déjà vu comme enfin voilà, c'est déjà acté. Donc voilà, déjà, nous, à ce niveau-là, premièrement, philosophiquement, il y a quelque chose qui nous va pas. Surtout que si on regarde déjà dans les chiffres, en fait, tout finalement, ce que pourrait donner le e-carburant, l'apport du e-carburant par rapport à l'aviation, finalement, se rajouterait à ce qui existe déjà aujourd'hui, étant donné que aujourd'hui, enfin notamment, les moteurs d'avion ne peuvent recevoir qu'une quantité limitée de e-carburant sur leur réservoir en totalité. Donc en fait, on est vraiment sur quelque chose enfin les e-carburants se rajouteraient aux carburants fossiles qui existent, enfin voilà, qui sont déjà utilisés dans l'aviation aujourd'hui. Donc voilà, on a été nous enfin mis au courant de ce projet avec avec plusieurs associations
rouennaise et normande. Donc moi, je fais partie des Amis de la Terre Normandie, mais aussi donc avec Alternatiba Rouen, avec les groupes également locaux d'Attaque et de Greenpeace. L'idée, c'est qu'en fait, quand on a vu que ce projet allait arriver, on a commencé voilà à se poser à se poser pas mal de questions sur, enfin voilà, tout ce que ça pouvait impliquer. Donc, on a fait aussi des recherches sur ce que ça amenait en termes de type d'industriel, c'est-à-dire que la personne qui mène ce projet et donc l'entreprise Verso Énergie, c'est un industriel d'extrême droite proche, enfin voilà, proche notamment d'Éric Zemmour qui a financé sa campagne présidentielle en 2022, mais qui est aussi, enfin en fait depuis la fin des années 90, début des années 2000, dans les petits papiers de de tous les hommes politiques d'extrême droite. De tout, enfin, voilà, de toutes les manières. Et donc voilà, en fait, c'est tout un ensemble de choses aussi. Finalement, nous, le projet, je vais y arriver, excusez-moi. Le projet finalement qu'on combat ici, enfin, en fait, c'est tout un ensemble. C'est sûr. Est-ce que est-ce que la chose la plus urgente à décarboner, est-ce que c'est vraiment le secteur aérien? Est-ce qu'en fait, si on a des possibilités techniques pour faire des choses, est-ce qu'il faut les utiliser pour le secteur aérien? Est-ce que, en fait, est-ce qu'on veut de l'emploi à tout prix aussi? Parce qu'en fait, il est beaucoup question d'emploi dans l'argumentaire. De Verso Énergie et dans l'argumentaire aussi de certains élus de certains élus locaux qui poussent le projet, c'est bah oui, mais on va créer une masse assez importante d'emplois, mais avec finalement voilà tout ce que ça amène, donc implanter des industriels d'extrême droite sur aussi voilà la question que ce soit enfin voilà syndical, la question en tout cas des droits des salariés de manière plus large. Enfin voilà, du coup il y a vraiment l'idée de voir ouais, différents aspects d'un point de vue autant scientifique, d'un point de vue philosophique, idéologique et aussi voilà sur ce que ça sur les nombreux mensonges finalement que l'entreprise dégage, notamment quand elle parle quand elle parlait en fait au tout départ d'un projet sans argent public et au final enfin, plus on creuse, plus on se rend compte qu'il y a, enfin c'est vraiment en fait ça aspire des subventions publiques pour ce genre de projet-là, enfin voilà à hauteur de plusieurs centaines de plusieurs centaines de millions d'euros, en tout cas à l'échelle française. Merci Nathan. Et ben voilà, donc c'est les deux premiers projets premiers. Oui, c'est les plus avancés des projets en fait de SAF ou de ISAF en France. Et effectivement, Nathan a raison de le faire remarquer. Ce ne sont pas les seuls. Il y en a beaucoup derrière, propulsés par ces industriels-là ou d'autres industriels. Et donc, un des objectifs du réseau Resté sur Terre pour l'année 2026, ça va être justement de rentrer en contact avec les luttes locales qui existent sur ces différents territoires et d'arriver à les fédérer autour bien, de nos revendications pour la réduction du trafic aérien et pour des modes de déplacement plus soutenables et plus justes. Je vous laisse la parole donc, pour les personnes qui souhaitaient intervenir, poser des questions ou réagir. Je te laisse, vas-y Anthony, lancer. Ah, merci. Merci à Jacques et à Nathan pour vos actions. Jacques, une petite question pour toi. Donc, bon, peut-être tu sais que en ce moment, je suis un petit peu médiatisé, donc j'ai de temps en temps à répondre à des interviews. Et ça m'arrive d'évoquer le cas de LAC. Euh, Qu'est-ce que je réponds quand on me dit oui, mais le cabinet de conseil Carbone 4 a validé le projet? C'est faux.
Carbone 4 a été, dans le processus de concertation sur ECO, on a obtenu qu'il y ait des comités de suivi sur les thématiques les plus importantes. Et donc, sur la thématique carbone, on a eu un comité de suivi. Et dans ces comités de suivi, Élise Énergie et les mandats et les garantes de la concertation pouvaient convoquer un expert externe. Donc, ils ont convoqué Carbone 4. Mais la question qu'ils ont posée à Carbone 4, c'était est-ce que le projet tel qu'il est conçu respecterait la réglementation européenne? Oui, ça respecte la réglementation européenne, mais la réglementation européenne considère que utiliser du bois, c'est neutre sur le plan carbone, ce qui est faux. Et donc, dans la présentation de Carbone 4, ils ont bien laissé entendre qu'ils ont répondu à la commande, mais pas répondu à la problématique de fond. Et c'est d'autant plus intéressant que le même Carbone 4 avait été mandaté par l'interprofession bois au niveau national et que le même Carbone 4 a été le premier à identifier que les projets qui étaient en cours de se mettre en œuvre aboutissaient à faire passer la forêt française en puits de carbone négatif. Et je termine, Carbone 4 et les Shift projets sont quand même cousins, pour le moins. Et donc, nous, localement, on travaille avec les shifters de Pau. Et lors de ce comité de suivi où Carbone 4 a présenté son rapport, conformément à la commande qui lui était donnée, les shifters ont complètement démonté les conclusions et les shifters ont démontré scientifiquement que ce projet aboutissait à un bilan carbone négatif. Ok, merci. Merci Jacques pour cette explication détaillée, très intéressant. J'ai l'impression qu'il y avait d'autres questions dans le chat, mais je suis pas très sûre. En tout cas, il y avait des remarques aussi, et donc n'hésitez pas à prendre la parole pour expliciter ce que vous vouliez dire si vous aviez envie de réagir. Vas-y Jacques. Oui, une illustration de ce qui se passe, elle est très concrète dans les Landes. Il y a le même projet avec Verso Énergie dans les Landes qu'à Rouen. Mais sur les Landes, c'est le groupe américain Riam qui a la papeterie de Tartas. Cette papeterie n'est plus une papeterie, elle est affichée comme une raffinerie. Cette raffinerie produit déjà du plastique, produit des médicaments, produit des peintures, produit pratiquement toute la palette que l'on extrait du pétrole fossile. Et ils sont déjà producteurs de carburant, de biocarburant pour le transport terrestre, et ils sont en train d'investir 1 milliard d'euros, comme à Rouen, pour produire de e-kérosène à partir de la récupération des fumées, et ils veulent récupérer ce biocarburant, ce biocarbone qui est dans les forêts. Et qu'ils disent c'est du carbone merveilleux parce qu'il vient des forêts, donc renouvelables. Donc on a là déjà sur Tartas, en plein massif forestier, une raffinerie qui préfigure ce qui est en train de se passer. Merci beaucoup Jacques. Euh, Est-ce qu'il y avait d'autres remarques ou retours? Non, j'ai l'impression que tout va bien. Eh ben, notre soirée greenwashing touche à sa fin. Euh, J'aimerais... attendez, je vais dire à la prochaine fois et j'enlève l'enregistrement. Hop.